L'équipe d'e-expédition menée par Olivier Chiabodo poursuit sa découverte du patrimoine naturel en Polynésie française, au cœur de l'océan Pacifique. 5 archipels composent cette collectivité d'outre-mer française. L'archipel de la Société avec les îles du Vent et les îles sous le vent, l'archipel des Tuamotu, l'archipel des Gambiers, l'archipel des Australes et les îles Marquises. La Polynésie occupe une superficie équivalente à celle de l'Europe, avec 118 îles, dont 67 sont habitées. Ce territoire comprend environ la moitié des eaux marines françaises, soit 5 millions de kilomètres carrés. Les îles de la Polynésie sont nées d'une gigantesque éruption volcanique sous-marine. À Tahiti, la plus grande île, les vestiges des 2 volcans ont laissé place au plus haut sommet de Polynésie, l'Oroena, qui culmine à 2241 mètres. En raison de l'éloignement des grands continents, la flore et la faune terrestre sont relativement limitées, mais souvent spécifiques. En revanche, la faune et la flore marine sont exceptionnellement riches. L'équipe va s'intéresser aux différents patrimoines naturels de l'archipel des Tuamotu. Situé à l'est de Tahiti, l'archipel est composé de 76 atolls. Les principaux atolls sont Hana, Fakarava, Rangiroa, Manihi, Hao et Mataiva. Presque toutes les îles des Tuamotu sont formées d'un étroit banc de sable recouvrant une double barrière de corail formée sur l'atoll d'un ancien volcan. Avant de prendre la direction des Tuamotu à bord du bateau, nous rejoignons Miri Tatarata, qui sera notre guide pendant ce voyage. Miri est chargée de mission au ministère de l'Environnement de la Polynésie. Nous allons la rejoindre à Te Aupo, une commune de la presqu'île de Tahiti. Te Aupo, le mur de tête en polynésien, est un site apprécié des surfeurs. Chaque année s'y déroulent des compétitions de surf bien connues, mais aussi les courses de pirogues polynésiennes où les sportifs du monde entier viennent défier la vague mythique. Nous allons retrouver Miri à cet endroit pour parler d'un phénomène qui touche la région depuis quelques années, la constante diminution des stocks de poissons due à la surpêche. Pour parer à cela, les habitants souhaitent mettre en place une réserve naturelle. Il y a eu énormément de préparation, d'information auprès de la population. Les associations sur place au niveau de la presqu'île ont énormément travaillé pour informer les gens du projet et pour avoir aussi leur avis sur la meilleure façon de classer, le meilleur outil, on va dire, juridique, et également pour bien leur expliquer les besoins, les tenants et les aboutissants de ce projet. Le projet de Rahui n'est pas récent. Il a été instauré du temps du roi, il y a longtemps, pour les générations futures. La jeunesse d'aujourd'hui nous demande de remettre en place le Rahui, comme les anciens l'ont fait autrefois. Les Haris nous ont laissé cet héritage. La logique serait de remettre en place ce Rahui avec les autorités et les élus de la presqu'île, ainsi que sa population. Il y a longtemps, le roi a instauré ce Rahui. Aujourd'hui, on constate des difficultés alimentaires. Le poisson se raréfie. Il y a seulement 2 ans, il y avait encore beaucoup de ressources dans nos lagons. Il est donc important de remettre en place ce Rahui. Grâce au dialogue avec les pêcheurs, on a pu identifier une zone d'alvinage qui attire de plus gros poissons. 5% du lagon de Tiopo sera utilisé en Rahui à la demande de nos enfants. Les enfants sont très proches de la nature et sont surtout très au courant de leur légende et de l'histoire de la presqu'île. Ce qui est important, c'est de perdurer cette histoire dans le temps. Et ça fait partie également, cet aspect légende et culture fait également partie de la zone qui va être classée, puisque ce n'est pas d'aujourd'hui. Cette zone avait déjà été par le passé protégée, préservée, mise sous forme de Rahui pour faire en sorte que les ressources puissent perdurer et se développer dans le temps. Donc ce n'est qu'une continuation, on va dire, de l'histoire avec une nouvelle génération. Dans le passé, le Rahui était respecté par tout le monde. Celui qui ne le respectait pas était attaché et tué sur le marais. La génération actuelle doit respecter le Rahui comme le faisaient les anciens. Cela poserait vraiment des problèmes si le Rahui n'était pas mis en place.
Cette prise de conscience des jeunes générations est réelle et très significative pour l'avenir de la biodiversité. Avant de partir pour les Tuamotu, Miri souhaite nous associer à un moment particulier à Te Aupo. Il y a quelques mois, une tortue marine blessée a été récupérée. Soignée, elle peut désormais recouvrer la liberté. Pour l'occasion, Miri a donné rendez-vous à des enfants pour les sensibiliser à la sauvegarde de cette faune si précieuse. Le moment est toujours émouvant et nous embarquons pour la remise à l'eau de la tortue. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est comme espèce de tortue? Non? Alors, si vous regardez, Mathieu va enlever le t-shirt. Regardez, elle a un gros cou et elle a de gros yeux. Alors, il y a plusieurs espèces en Polynésie et pour l'identifier, pour savoir quelle espèce c'est, on compte les écailles sur la dossière, plusieurs espèces différentes. Et pour pouvoir identifier la tortue, il faut compter les écailles. D'accord? Alors, elles n'ont pas le même nombre d'écailles, le même nombre de paires d'écailles sur le dos. On va la mesurer et on va lui mettre des bagues de chaque côté des nageoires avant, de manière à pouvoir lui donner un nom et une identification. Ça, on a dit que c'était un mètre et ça sert à mesurer. On va mesurer la carapace et plus précisément la dossière. Alors, il me faut un bénévole qui veut mesurer. Viens, Marcus. Voilà. Et il me faut un deuxième qui prenne la mesure. Ah, voilà, super. Ici, il y a écrit longueur, un grand L, longueur. Alors, ils vont mesurer et tu vas noter le chiffre, d'accord? Et tu vas jusqu'au bout, tu tires. Vas-y, déplace-toi, tu vas jusqu'au bout. Voilà. 68,3. 39,8 kg. Quand on va arriver sur place, les enfants, on va la baguer. Du service. Car où si on trouve la tortue, il faut la ramener à cet endroit. Et ça, c'est la pince avec laquelle on va fixer les bagues. D'accord? On l'a mis où celle-là? À droite ou à gauche? À gauche. Alors, tu mets nageoire avant gauche. Ici, tu mets 0,05. Alors, on fait comme une boucle d'oreille, hein. On pince, hein, d'accord? Je préfère que tu mettes la nageoire à plat. Il faut que tu tiennes bien la nageoire. Comme ça, là. Et même ça pour pas qu'elle bouge. Hein. 1, 2, 3. L'opération est presque terminée puisque là on va la relâcher. Et donc une fois qu'elle va toucher l'eau, les émetteurs vont se déclencher et on va pouvoir suivre le trajet, la route de la tortue. Et on espère qu'elle ira loin et qu'on aura beaucoup de données. Tu peux venir avec moi à la sortie pour la mettre dans l'eau? Moi, les deux mains. On la pose là, on monte dessus. 1, 2, 3. L'expédition reprend sa route, direction Fakarava, dans l'archipel des Tuamotu. Pendant le trajet, nous recevons les premières données envoyées par les capteurs de la tortue remise à l'eau. On constate que cette tortue est très active, car elle a déjà parcouru beaucoup de routes, une preuve supplémentaire de sa bonne santé. L'atoll de Fakarava est le second plus grand de Polynésie française après Rangiroa. Il fait 60 km dans sa plus grande longueur et 25 km dans sa plus grande largeur.
Il a une forme rectangulaire qui s'ouvre sur l'océan Pacifique par 2 passes. La passe de Garuae, au nord, qui est la plus grande passe de Polynésie, 1,6 km, et la passe de Tumakohua, au sud, proche du village de Tetamani. La commune de Fakarava est classée réserve de biosphère. Donc Miri, on est au bord du lagon de Fakarava. Oui. C'est la réserve de biosphère. Oui, tout à fait. L'atoll de Fakarava fait partie de la réserve de biosphère de la commune de Fakarava, qui comprend 7 atolls. Et c'est l'ensemble des 7 atolls qui a été désigné en réserve de biosphère par l'UNESCO. Et alors, donc, cette réserve de biosphère, c'est bien sûr préserver la biodiversité et son habitat, mais sans oublier l'homme qui est au cœur de tout ce système. L'homme est au cœur du système du programme Men and Biosphere, qui porte bien son nom d'ailleurs, l'homme et la biosphère, parce que c'est un modèle de gestion. C'est-à-dire qu'on doit normalement, c'est un challenge, on doit normalement pouvoir y mener des activités tout en conservant son environnement, conservant ses écosystèmes et pouvoir gérer ses ressources pour que ça puisse durer et perdurer dans le temps sans trop perturber l'environnement. C'est vraiment un challenge et c'est pour ça qu'on dit que c'est un modèle de gestion et c'est pour ça que la commune est un modèle de gestion. Et à cet effet, je vais vous emmener pour vous montrer que nous avons quand même bien travaillé. Nous allons partir de Rotoava où nous sommes, c'est-à-dire c'est le centre administratif actuel. Nous allons descendre dans le sud de l'île, du côté de la passe Tumakohua. Et nous allons donc visiter en zone tampon, parce que j'ai oublié de dire que dans une réserve de biosphère, il y a 3 types de zones. Les aires centrales, qui sont des zones qui sont très préservées, très protégées, aussi bien en termes d'écosystèmes qu'en termes de paysage. Les zones tampons qui jouxtent les aires centrales, où on peut retrouver des activités, mais des activités limitées qui n'abîment pas le milieu. Et une zone de transition où on retrouve tout le reste, c'est-à-dire le centre administratif, les activités, l'aéroport, tout ce que l'homme peut faire par ailleurs. Une zone d'activité. Une zone d'activité, voilà. Et on va rencontrer, j'imagine aussi, des gens de la population qui vit en harmonie avec cette biosphère. Tout à fait, parce que la zone tampon doit conserver et maintenir le mode de vie des gens qui y vivent depuis toujours. Donc, on ne va pas exclure ces gens qui étaient là même avant le classement. Au contraire, on va les intégrer et on va valoriser leur mode de vie. Et on va surtout préserver leur tranquillité, leur savoir et tout ce qui concerne leur habitude culturelle et naturelle. C'est très important. Justement, pour habiter, il n'y a pas d'hôtel dans ces zones tampons. Comment ça se passe? Alors non, il n'y a pas d'hôtel dans ces zones tampons. Hormis les habitations des populations, on y trouve des pensions de famille. Et les pensions de famille qui sont des petites structures qui sont limitées dans la construction et qui s'intègrent bien dans le milieu naturel. C'est la seule chose qu'on peut tolérer dans les zones tampons. On n'y trouvera pas d'hôtel, on n'y trouvera pas de grosses activités comme la permaculture par exemple, mais des activités qui permettent aux touristes et aux populations qui viennent à Fakarava de voir comment est le milieu, comment il faut faire pour préserver le milieu, pour qu'ils puissent repartir avec une idée de rêve, pourquoi pas. Gérer ces ressources aussi, parce que j'imagine qu'il n'y a ni électricité ni eau douce sur place. Ça fait partie des recommandations dans les zones tampons. C'est bien sûr pouvoir utiliser les ressources comme moyen de subsistance. Donc des moyens simples, pas de commercialisation à outrance, mais on laisse les gens se pêcher pour se nourrir. Mais toujours dans le respect de l'environnement et des écosystèmes. Mais ce qui est important de dire, c'est que lorsqu'on regarde Fakarava, on se rend compte qu'on a le littoral, une bande de sable finalement d'une certaine largeur, qui est bordée d'un côté par l'océan et d'un côté par le lagon. C'est-à-dire qu'on vit les pieds dans l'eau. On ne peut pas séparer la terre de la mer. C'est intrinsèquement lié. Et donc, même si l'homme a su tirer profit du milieu, je veux dire, il ne peut que vivre en harmonie avec son milieu. D'ailleurs, c'est pour ça que les petits, les bébés, quand ils naissent, ils savent presque aussi vite nager que marcher. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est une nécessité parce qu'on vit les pieds dans l'eau. Et qu'en fonction des phénomènes, en fonction des jours, des marées, la mer monte, les gens doivent s'adapter au milieu. C'est pas le milieu qui s'adapte à l'homme, c'est l'homme qui doit s'adapter au milieu. Et l'homme, aujourd'hui, dans cette réserve de biosphère, a su s'adapter à son milieu, a su tirer profit de l'environnement et des écosystèmes, utilise les ressources à bon escient
mais utilise uniquement de manière limitée les ressources et ne prend que ce dont il a besoin pour vivre, pour bien vivre même et pour continuer à profiter de cette réserve pour très longtemps, j'espère. Arrivés sur l'atoll de Fakarava, nous avons rendez-vous avec Atto, un bel exemple de cohabitation de l'homme dans la nature. Il pratique la pêche traditionnelle pour nourrir sa famille. Je pense avoir repéré un coin, on va aller voir ça de plus près. Voilà, c'est de la pêche au 4x4. Hein. À défaut d'avoir un bateau, ben, on se balade en voiture et puis voilà, c'est un bon moyen aussi de s'approcher des endroits plus poissonneux que le village. Forcément parce que dans le village, les habitants sont souvent là en train de pêcher, les poissons ils fuient les endroits où il y a beaucoup de monde. Nous sommes du côté océan, du Pacifique, avec la plage qui s'étend directement sur l'océan avec son récif Frongeant. Et là, on va essayer de voir un petit peu dans les crevasses s'il y a quelque chose qui nous intéresse. Dans ce récif-là, là-bas, actuellement, il y a des bancs de perroquets, des napoléons qui viennent s'aventurer un petit peu. Et bon, c'est l'idéal pour nous pour le pêcher. Et puis c'est l'idéal de venir marcher le long du récif. Je le pêche avec un harpon que j'ai confectionné avec 4 barres de fer, avec un bois que j'ai coupé dans la forêt. Et puis ensuite, il faudra un petit temps de s'habituer au harpon parce que chaque harpon s'adapte bien sûr à la personne qui l'utilise. Les habitants ont choisi à ce que le lagon soit préservé en partie pour faire en sorte que les enfants plus tard puissent ensuite retrouver les mêmes cadres de vie des anciens d'aujourd'hui. Tant que c'est encore préservé, tout ça, nous, on peut pratiquer facilement notre activité traditionnelle, la pêche de subsistance. C'est vrai que si après, ensuite, les gens se mettent vraiment à pêcher avec des filets, des machins, des trucs comme ça, le lagon il sera vite tari. Donc, pour l'instant, on touche le bois, le lagon il est quand même propice et on a de la chance. Oui. C'est une relation entre le lagon et la population. La population doit savoir gérer ses ressources. Et puis la mer, elle est là pour la reproduction des espèces. Pêcher à l'affût, c'est se mettre assez bien courbé pour ne pas faire du bruit et surtout s'approcher le plus possible du poisson. Et le fait de marcher par exemple sur du gravat, les petits bruits du gravat émettent donc une vibration donc, dans le sol. Et les poissons, ils sont assez sensibles, c'est incroyable. Ils entendent ça à des mètres et boum, ça y est, ils sont partis. C'est déjà trop tard. Donc on va aller plus loin là-bas. Il ne faut pas se désespérer. C'est un sport de passion. D'abord être très, très calme. C'est une pêche traditionnelle très connue dans le passé. Et ils se rivalisent souvent au travers d'un sport qui s'appelle le javelot. Pendant le Heiwa, où les meilleurs pêcheurs donc, se rivalisent, se démontrent sur la capacité d'être un bon manipulateur de harpon, de javelot. Et après, donc, les pêcheurs donc, utilisent ça comme moyen de se procurer du poisson facilement. La pêche aujourd'hui, c'était un petit peu cavale. Hein? Alors, les poissons sont un peu farouches aujourd'hui, mais néanmoins, on a quand même 3 petits perroquets là au bout de l'arpon. Le perroquet de son nom, de son bec, ici, qui ressemble tout à fait avec un bec de perroquet. Donc un perroquet comme ça peut peser jusqu'à 3 à 5 kg, les plus gros.
que j'ai dû choper dans une crevasse quelque part là. Et normalement, pour une pêche comme ça d'une heure, tu peux avoir au moins 15-20 kilos de poissons facilement. Là, aujourd'hui, vous avez la famille des perroquets. Vous avez le parrotfish, perroquet bleu et le blanc. Voilà, et c'est un poisson qu'on cuit en grillade avec du hourou, du pain grillé, tout ça, c'est excellent. Les enfants, ils adorent ça. De plus en plus, chaque habitant plante un petit peu de légumes pour les besoins de la famille. Mais à côté de ça, ils font beaucoup d'échanges aussi entre familles. Si par exemple, vous avez des cocos, vous les échangez avec du poisson échangé avec un petit peu de légumes, que chacun retrouve un petit peu son équilibre alimentaire. On est encore dans certaines périodes de partage aussi, d'échange. Des échanges, du troc, tel que le faisaient les anciens. Nous laissons Atto à ses occupations pour rejoindre Rosalie, une mémoire du lagon de Fakarava. Nous sommes à la passe de Norway. L'histoire de la passe, c'est l'histoire des 7 courants. L'histoire des 7 courants, c'est l'histoire du Aito Talivero avec ses 7 filles qui font la répartition des 7 courants. La distribution des 7 courants, un courant central, 3 courants à l'extérieur, au large, et 3 courants à l'intérieur du lagon. Il y a longtemps, c'était des princes, des Aito. Les 7 courants, dans l'ancien temps, servaient à protéger l'île de Fakarava. La protection est faite sur tout ce qui pouvait arriver à l'île, quand on parle de cyclones, de toutes les tempêtes qui existent. La protection de l'île se faisait par les 7 courants, les 7 filles. Lors des grandes tempêtes, les 3 courants intérieurs vont protéger l'île vers le large. Lors des grandes cérémonies où étaient réunis tous les Aito, il y avait une façon de calmer la passe de Narwe. Il y a des cérémonies très anciennes qui servent à accepter les Aito de l'extérieur. Voilà l'histoire. Le lagon est la principale ressource des habitants de l'atoll. La culture de la perle noire est la deuxième activité économique de la Polynésie française. Même si ce secteur rencontre actuellement des difficultés, certaines familles continuent les exploitations. Ici, vous voyez, c'est du plastique qu'on appelle un collectage, qui est posé en milieu naturel. Donc il y a des œufs et tout ça, et commencent les nacres. Alors, dans notre lagon, il y a 2 sortes de nacres. La pintata margaritifera, c'est ce qu'on utilise pour faire les perles, et la pintata maculata, qui est une huile beaucoup plus claire, dorée. Ah. Les nacres, il faut mettre 3 ans pour grossir. Et donc, à deuxième année et même première année, on va les détroquer, c'est-à-dire les enlever et mettre en chapelet. On va les percer. Il y a un endroit bien particulier pour ne pas la tuer, pour la percer. Et après, on fait les chapelets. Pour les protéger, on va mettre les grillages, parce que sinon, il y a les tortues, il y a les balistes et tout qui vont les manger facilement. Lorsque une huître, la taille chez moi, c'est la taille 9 cm. Donc il faut 3 ans.
Bon, là, vous avez une perle à l'intérieur de la poche, elle est là. Il vous faut un nucléus qui est là, qui a été taillé dans une moule d'eau douce qui vient du Mississippi. Ensuite, on choisit une huile qui a une belle couleur comme celle-là, elle est là. Sur cette huile-là, on récupère le manteau. Le manteau, c'est ça, c'est ce qui fait la couleur. Il y a une façon de découper, de sorte à garder la couleur. Ensuite, le greffeur, il fait une incision. Ça. Il fait une incision, il rentre, là c'est la gonade, il rentre dans la poche, il prend le morceau de greffon qu'on a préparé, il l'introduit, et le nucléus qu'on colle près du greffon qu'on a mis à l'intérieur. Il va commencer à faire de la nacre autour du nucléus. C'est le principe de la greffe. Chez moi, je les laisse entre 18 et 24 mois. En sachant que la couche nacrière autour du nucléus, il y a une réglementation qui dit bien c'est 0,8. Dans le lagon de Fakarava, nous avons fait des tests. Au bout de 14 mois, nous atteignons les 0,8 mm. Un an et demi plus tard, on ressort l'huître. Si elle a une perle, on fait une incision juste à côté de la perle. Là. On incise, on sort la perle. Si elle a une belle couleur, si elle est jolie à vue, comme ça, on remet un nucléus de la même taille que la perle qu'on va sortir. Normalement, c'est un peu plus gros que la première. La première est là, donc la deuxième, elle va avoir cette taille-là. Et elle va te refaire une autre perle un petit peu plus gros. Elle peut faire 3 perles, elle peut faire plus, mais plus tu mets de nucléus, plus la perle elle est de mauvaise qualité. Donc on arrête assez tôt. Au bout de la 3e perle, ça suffit. Quoi. Normalement, quand on fait une surgreffe, on doit sortir que des belles, mais ce n'est pas toujours le cas. Quoi. Parce qu'il y a déjà la moitié, jusqu'à 60% de rejet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perle. Mon objectif, c'est 2000 perles par mois. Alors, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on loue une concession maritime au gouvernement, c'est justement selon la taille que vous louez et le nombre de nacres à élever est en fonction. Par exemple, 1 hectare, on peut faire, il est conseillé de faire que 10 000 nacres. Au début, on n'avait pas pensé mettre en valeur les perles, c'est-à-dire monter les perles, puisqu'il y a des spécialistes, soi-disant à Tahiti, les GIE, le groupement d'intérêt économique, qui vendraient, et il y a des négociations. Et donc, je voulais parler de Fakarava. On était une vingtaine en 2000, et actuellement, on n'est que 5. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui n'ont pas fait comme moi, c'est-à-dire ouvrir leur cellule commerciale, ils ont tous fermé. Nous reprenons la mer à l'intérieur du lagon de Fakarava en direction de la passe sud. Nous nous dirigeons vers le village de Tetamanu, l'un des plus anciens de l'atoll. Nous croisons une église atypique, la première construite dans l'archipel des Tuamotu. Nous sommes attendus par monsieur le maire de Fakarava. Nous sommes ici sur l'ancien village de Tetamanu. Le village a été construit par nos anciens et cela a été le centre administratif des Tuamotu qui sont arrivés avec les missionnaires. Lors de l'arrivée des missionnaires et de l'administration dans notre île, la première des choses qu'ils ont effectuées, c'est de bâtir une église, d'où cette construction. Cette église a été bâtie en 1874.
Les anciens adoraient et faisaient les prières sur les marais. Ils avaient le principe de toute l'organisation environnementale et lors de l'arrivée des missionnaires, ils ont aboli le principe des marais pour imposer le christianisme. Les pierres des marais étaient utilisées pour construire les églises. L'expédition doit maintenant rejoindre Yann Hubert, un plongeur, photographe et caméraman, spécialiste de la biodiversité sous-marine en Polynésie. Il y vit depuis une vingtaine d'années et il sera notre guide sous-marin. Nous le retrouvons à la base Top Dive de Tetamanu, à proximité de la passe sud. Mathias, responsable de la base, nous informe que cette plongée s'annonce difficile à cause d'une forte houle en mer. Le principe général de la passe, donc on a une grande courbe ici qui sépare en deux de ce côté-là. Et quand le courant sort ici, violemment, on a un petit contre-courant avant le restaurant de chez Sané ici, un deuxième contre-courant conséquent ici, et un troisième, le plus gros tous, comme ça. Et c'est ces courants-là que les requins gris dans la passe cherchent pour se reposer simplement, se faire porter en sustentation. Et ça nous permet, juste derrière, on a ce qu'on appelle l'observatoire aux requins, comme son nom explique. On a donc tout le banc de requins qui est juste derrière. Là, ça va être un peu plus rock'n'roll, mais un peu plus intéressant. On est actuellement dans une configuration de courant sortant, c'est-à-dire que l'eau vient du lagon et se dirige vers l'océan à travers la passe. Donc là, on est un peu arrêté au centre de la passe, donc on a dans le courant tout autour du bateau. Et puis on va effectuer une plongée à l'intérieur du centre de la passe. Là, en fait, il y a une forte houle qui a été annoncée. C'est quelque chose qui arrive quoi, 2 fois par an? Ouais, de ce style-là, oui, pas plus, non. Bon, voilà, et donc du coup, on a un fort courant sortant, ce qui peut être exceptionnel parce qu'on peut penser que c'est entrant. Expliquez-nous un peu là, le côté de remplissage du lagon, justement avec une forte houle comme ça. Bah, en fait, le lagon, c'est un peu une sorte de piscine qui serait posée au milieu de l'océan. Et donc cette piscine, elle a des ouvertures qui lui permettent des échanges d'eau. Ce sont les passes. Donc, logiquement, comme partout ailleurs, dans n'importe quel océan, en fait, le remplissage et le siphonnage du lagon s'effectue en fonction des marées. C'est-à-dire que toutes les 6 heures, on va avoir un courant qui va rentrer, donc qui va partir de l'océan et qui va rentrer dans le lagon pour l'alimenter. Et puis 6 heures, une autre marée va s'inverser et là, l'eau va sortir du lagon pour aller vers l'extérieur. Ça, c'est dans le principe, c'est un principe théorique. Dans l'aspect pratique, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que les atolls ne sont pas des piscines qui sont parfaitement fermées. Il y a des côtés qui sont plus exposés à la houle ou des endroits qui sont très affleurants au niveau de l'eau. Donc si par exemple on va imaginer comme ça se passe aujourd'hui qu'il y a une très grosse houle océanique qui arrive, et ben cette houle océanique elle va passer au-dessus du récif et elle va aller remplir le lagon. Si le lagon il se remplit d'un côté, il va se vider de l'autre. Donc ça c'est quelque chose qui est vrai pour à peu près toutes les passes et tous les lagons. C'est-à-dire que toutes les passes et tous les lagons ont une dominante qui assure du courant sortant. Donc ça veut dire que par exemple on va pouvoir avoir, au lieu d'avoir 6 heures de rentrant, 6 heures de sortant, on va avoir 12 heures de courant sortant, 1 heure de courant rentrant et de nouveau 12 heures de courant sortant. Il y a toujours une dominante. Les passes ont toujours tendance à être le plus souvent sortantes que rentrantes. Et là, comme on a exceptionnellement la houle est très très forte, ça remplit le lagon d'un côté, donc la passe là, on pense que le courant va être sortant, donc dirigé vers l'océan durant au moins 2 jours. Et alors qu'est-ce qu'on va y voir? À la mise à l'eau dans les petites profondeurs, à peu près les espèces de poissons classiques coralliens, donc les poissons de récif qu'on trouve dans les relativement petites profondeurs. Et puis en descendant et en rejoignant un petit peu l'axe central de la passe, donc la zone exposée au courant, et pas mal de requins. Quel type de requin on va voir en bas? Il y a des gros animaux qui peuvent passer, qui sont généralement solitaires, comme requins marteaux, requins tigres ou des choses comme ça. Et il y a des requins qui sont plus sédentaires, qui restent eux en permanence à l'intérieur de la passe. Ça c'est requin gris, ce qu'on appelle le requin à long museau, les pointes noires sur les zones peu profondes.
En fait, dans une passe, on peut croiser à peu près tous les requins qui sont distribués en Polynésie. C'est l'endroit typique pour rencontrer ces animaux. Là, la passe sud de Whakaarawa, c'est à peu près quelle profondeur? On va commencer bien sûr à la surface, mais on va descendre jusqu'à combien et pour remonter ensuite comment? Alors, le maximum dans la passe est précisément, alors ça dépend des hauteurs de marée évidemment, aujourd'hui c'est un peu faussé, mais est de l'ordre d'un chouïa plus de 32 mètres, au plus profond dans une cuvette qui est juste au milieu de la passe derrière. Et ensuite la moyenne du fond de la passe, si on fait abstraction de la partie intérieure qui est très très faible, est de l'ordre entre 22 et 25 mètres à peu près, 26 mètres en moyenne tout au long du dispositif. On y va? On y va. Allez, c'est parti. On est resté dans une zone, on voit la limite très très nettement là devant nous, juste dans la zone qui est derrière le courant, et ici finalement on est abrité complètement. Mais sitôt qu'on s'expose un petit peu, ça part assez vite, faut reconnaître. Bon, alors tu vois, les requins sont bien concentrés sur le fond de la passe. Avec le courant, en fait, ils sont malins. Ils descendent en fait sur le fond de la passe, ils se mettent dans la cuvette très près du fond. Comme ça, ils subissent beaucoup moins le courant. Et si par exemple il y a une proie qui passe au-dessus, etc., ils ont juste à se dégager dans le courant et prennent de la vitesse, etc. Ouais. Et dès que tu te lèves d'1,50 m, t'es dans le courant. Et puis le courant, là, il est assez fort. Hein. Un courant, la centre-passe, qui doit faire 1 nœud et demi, 2 nœuds presque. Hein. T'as vu la force que ça a? Puis t'as vu le corail, c'est bien coralligène. Hein. Jusque là, des petites saignées de sable, le corail qui est bien développé, etc. C'est une très belle passe. Pourquoi les requins se mettent comme ça en mur? Et en fait, dans les passes, ce qui va attirer beaucoup de vie, c'est qu'en fait, les passes, il y a du courant. Il y a un peu un courant de vie qui va servir à faire respirer le lagon pour les échanges d'eau, etc. Donc ça va attirer des petits poissons, des poissons moyens et des gros poissons. Toute la chaîne alimentaire va avoir tendance à se regrouper sur la passe. Donc pour les requins qui sont en bout de chaîne, c'est intéressant parce que c'est un véritable garde-manger. Ils n'ont pas besoin de courir à droite à gauche pour trouver leur proie, elles sont sur place. Mais donc ils passent quand même pas tout leur temps à manger, donc ils passent tout leur temps dans la passe. Donc ils vont avoir tendance à se regrouper, un peu comme tous les animaux quand ils se trouvent sur la même zone. Hein, ils vont tendance à se regrouper pour différentes raisons. 1, pour se protéger, parce qu'ils ont aussi des prédateurs, d'autres plus gros requins. 2, pour essayer d'avoir le plus d'hydrodynamisme par rapport au courant. Donc ils se mettent en groupe et en plus dans un endroit stratégique, c'est-à-dire soit un endroit qui est hors courant, soit un endroit qui est avec un courant qui est plutôt positif pour leur position, etc. Et puis à un endroit stratégique aussi où ils vont avoir un point de vue intéressant pour voir les proies qui passent. Donc ils ont tendance à se concentrer pour beaucoup de raisons, mais c'est surtout parce que la passe est l'endroit où c'est le plus intéressant pour eux de vivre, où ils ont tout à disposition. Grande variété de poissons aussi, il y avait des gros Napoléons énormes. Gros Napoléon, beaucoup de petits mérous, tous les petits poissons qui sont dans le corail. Des petits rougets, hein, ce qui était rouge, c'était des petits rougets, ça, ouais. On appelle ça des i-i. Des i-i. C'est des i-i. Les gens les pêchent beaucoup aussi. Oui, alors le i, c'est très bon en beignet. Mais voilà. Mais tous les poissons, alors ça peut paraître étrange parce que quand on est extérieur au monde du corail, on pense toujours poissons, les poissons d'aquarium, le côté visuel. Mais même ces poissons qui sont rouges, jaunes, toutes les couleurs beaux, sont aussi une source d'alimentation pour la population locale. Tous les poissons qu'on voit dans l'eau, même les plus petits, ils ont tous une recette pour les manger, etc. Et donc,
il y a autant de recettes que d'espèces de poissons. Donc comme ici la biodiversité est très importante, il y a beaucoup de recettes de poissons. En fait, nous on arrive, on se dit oh là là, faut pas les toucher, c'est un peu comme un aquarium, mais en fait ici c'est la ressource première pour la population. Donc il y a un accord finalement entre l'homme et la nature, et les ressources sont là en permanence. Ah, mais de toute façon, ça fait bien longtemps ici que la population avait compris qu'il y avait un équilibre à trouver entre les prélèvements qu'ils pouvaient faire et puis que se permettre le milieu. Les premiers habitants qui sont venus ici, ils ont été obligés de faire avec le milieu. Et ils étaient partie intégrante. Et aussi bien que le milieu régule les poissons, il a aussi régulé les populations humaines. Je veux dire, ce qui n'était pas possible n'était pas possible. Donc ils ont été obligés de rentrer à l'intérieur du système. Donc il y avait peu d'illogisme dans la façon dont ils avaient de prélever le poisson. Bon, les temps changent, etc. C'est un petit peu différent maintenant. Il fallait garder du bon sens, quoi. Le bon sens. Le bon sens de la nature et de l'homme. Exactement. Et ici, on s'aperçoit que ici, à Fakarava Sud, on est vraiment dans une zone préservée. Après, sur les problèmes locaux qui existent de pollution, puisqu'à chaque fois qu'il y a une population, la Polynésie n'est pas un mauvais élève. Et plutôt un bon élève et essaye de faire des choses qui sont plutôt positives. Pour moi, je pense que la Polynésie est un petit peu un laboratoire sur plein de choses au niveau de l'écologie et puis du milieu. Pourquoi? Parce qu'on peut difficilement trouver plus isolé. Et si on ne réussit pas à conserver ça, qui est vraiment dans un endroit isolé, c'est perdu pour le reste. Ouais, c'est ça. Si ici on n'y arrive pas, on y arrivera nulle part ailleurs. C'est une vraie richesse, quoi. Je veux dire, il y a un moment, est-ce qu'on a besoin des poissons, est-ce que l'humanité a besoin des poissons de Polynésie pour survivre ou d'exploiter la... Non. Donc il faut le garder. C'est du patrimoine. Exactement, c'est un patrimoine que, à mon avis, il faut essayer de conserver. Mais je le répète, je pense que la Polynésie n'est pas un mauvais élève pour l'instant. Bon, il y a toujours des choses qui vont pas bien, etc. Mais ça se dirige plutôt dans le bon sens. Mais le fait justement de ne pas installer d'hôtel à Fakarava et de garder des pensions avec des petites capacités, c'est bien parce que ça limite quand même le nombre de plongées, le nombre de pollutions possibles et autres. Moi, ça a deux gros intérêts de garder des systèmes comme les petites pensions, les choses comme ça. C'est que ça, à la fois, ça a un impact qui est limité, qui est facilement contrôlable. Et puis, ça a un aspect pas éducatif. Mais je veux dire, ça permet aussi aux gens de pouvoir accéder à quelque chose au milieu d'une autre manière. Ouais. Et puis, on est dedans. C'est-à-dire que dans une petite pension, on est dans un vrai contact avec le milieu. On va se trouver direct sur le récif, directement en contact avec la végétation, les animaux, la population, etc. Ce qui est un peu plus difficile quand c'est des grosses structures hôtelières, c'est un peu plus difficile d'être en contact direct avec le milieu. Mais surtout, c'est que l'impact de cette petite structure est facilement évaluable, facilement contrôlable, facilement mesurable. L'impact d'une grosse structure, non seulement il est plus important, mais il touche à des niveaux qui sont des fois difficilement mesurables, de climatisation, et ainsi de suite, qui ont des impacts très importants. Les plans maintenant d'installation des hôtels sont étudiés de près, quel impact ils vont avoir, etc. Mais aussi parce que c'est une vraie préoccupation de la population. Ouais, et des touristes qui viennent chez eux. Et des clients surtout de leur hôtel. Et voilà, donc on s'aperçoit que beaucoup d'hôtels commencent à faire de l'éducatif, de la protection sur certaines espèces d'animaux et deviennent, au lieu d'être que des utilisateurs, ils deviennent partie prenante du système et ça devient des vrais acteurs au niveau de la protection, au niveau des hôtels réimplantent du corail, d'autres vont faire de la protection sur les tortues, etc. Ça devient des vrais partenaires. Ouais. Et le partenariat, à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus viable dans la durée. C'est un donnant-donnant avec la nature. Exactement. Nous regagnons la terre à Tetamanu, où l'on trouve des plantes endémiques qu'il est nécessaire de protéger. Miri et le maire de Fakarava vont nous en parler. Combien il y a d'habitants sur Sumotu? Sur Sumotu, vous avez à peu près une dizaine d'habitants qui séjournent constamment. Hein? Ouais. Et lors des cérémonies, ils se retrouvent à 200 à 300 personnes. 300 personnes, ça fait beaucoup et ils viennent tous en bateau de Fakarava. Ils viennent tous en bateau et des autres îles pour certaines cérémonies, dans l'église. Et ils repartent, ils restent 3-4 jours et ils repartent. Puis il y a aussi les pensions de famille qui accueillent donc, tous les plongeurs qui viennent plonger à la Passe et qui restent là 2-3 jours et qui rentrent ensuite sur le village ou à Rotoava. Bien sûr. Et c'est une zone remarquable de la zone de la réserve de biosphère avec des espèces endémiques. Oui, tout à fait. On a une espèce endémique en plante, donc le kofai, que l'on va aller voir d'ailleurs. Hein. C'est une plante endémique des Tuamotu
Elle s'appelle Kofai, en fait de son nom scientifique Sesbania coccinea. Et on ne la trouve sur l'atoll de Fakarava qu'ici, c'est-à-dire à Tetamanu, au niveau de la face sud de l'atoll. Voilà, c'est une légumineuse et pour la réserve de biosphère, l'intérêt est double, les actions sont doubles. D'abord, c'est de pouvoir essayer de préserver les plants qui existent, qui sont disséminés ça et là sur l'atoll, et d'autre part, de pouvoir récupérer les gousses, les graines en fait, qui sont dans des gousses, c'est une légumineuse, et de pouvoir les mettre en germination de manière à pouvoir faire d'autres plants et de réensemencer le motu. Dans la réserve de biosphère, on a du Kofai sur 3 atolls, sur Fakarava, Niue et Kawehi. Mais les plantes n'ont pas les mêmes couleurs. Ici, elles sont très orangées et c'est une plante ornementale très intéressante qui est également protégée, donc qui est listée dans le code de l'environnement. Et on est en train de travailler avec la population, la commune, le comité de gestion et l'association de la réserve pour mettre en place des actions de conservation de cette espèce que l'on ne trouve encore une fois qu'ici dans la face sud de Fakarava. Mais sur Niue, par exemple, les gens utilisent la tige du Kofai, ils la dirigent de manière à ce que la tige soit droite et verticale et ils s'en servent comme javelot lors des activités de Turei, donc ça s'appelle patiafa, et ils s'en servent comme javelot pour essayer d'atteindre le coco qui est en hauteur. C'est un bois assez dur qu'il faut diriger, à Niue c'est particulier parce qu'ils ont l'habitude de le faire, mais qui est résistant et apparemment qui s'y prête bien puisqu'on peut le piquer dans le coco assez facilement. Les gens ont toujours grandi et vécu avec cette plante, donc pour eux elle fait partie de leur patrimoine naturel et culturel pour l'aspect patiafa. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte quand même qu'ils en voyaient de moins en moins et que ces plantes étaient situées sur quelques motus des atolls et non pas partout. Donc l'intérêt pour tout le monde, c'est d'essayer de préserver son patrimoine pour que les enfants puissent continuer à les observer et en profiter. Avant de repartir de ce petit paradis, Myri souhaite nous montrer un endroit exceptionnel, les Sables Roses. Alors je vous ai amené dans le sud-ouest de la passe Tumakohua, dans la partie sud de l'atoll de Fakarava, en zone tampon de la réserve de biosphère. La zone tampon est une zone naturelle gérée pour le maintien de l'intégrité écologique des écosystèmes. Et alors, qu'est-ce qu'on y trouve et pourquoi notamment on voit le sable très rose? Ça vient de quoi? Alors en fait, on y trouve justement une langue de sable qui évolue au gré du vent, des courants et des marées et qui est composée de sable rose, c'est-à-dire que en fait, c'est une accumulation de coquilles de micro-organismes couplées avec du sable corallien et qui donne cette couleur. Tout ça, c'est dû beaucoup à l'action des vagues et à l'action d'organismes vivants tels que les poissons perroquets, par exemple, qui sont des broyeurs, des brouteurs, et qui, en broutant les coraux et les algues, contribuent à la constitution des plages, des sables. Et on n'en trouve qu'ici? On n'en trouve qu'ici pour l'atoll de Fakarava, dans la partie sud, et spécifiquement dans cet endroit. On permet des activités récréatives. Donc les gens, lorsqu'ils viennent sur cette portion de l'île, viennent en excursion la journée, simplement. Il n'y a pas d'habitation autour, donc il faut préserver cette zone, il faut éviter que cette zone se dégrade. Donc les gens qui amènent les touristes et ceux qui viennent simplement y passer une journée sont sensibilisés pour que ce milieu reste propre, pour que chacun puisse laisser cet espace aussi bien qu'ils l'ont trouvé. Une fois encore, l'équipe de l'expédition est allée à la rencontre de scientifiques, de spécialistes ou tout simplement des populations locales, les vrais acteurs de la protection du patrimoine naturel de nos outre-mer. En abordant Tahiti un matin d'avril 1768, Bougainville s'est exclamé « Mais c'est le paradis terrestre !» Aujourd'hui, cette phrase semble se vérifier.
ce patrimoine unique au monde et les 118 îles de Polynésie française font toujours rêver.